copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs toujours prêts à en découdre. Et là, je les vois, ils sont remontés à bloc. Non, c'est pas vrai du tout, ils sont absolument pas réveillés. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Bonsoir. Julien. Bonsoir Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui cajole vos oreilles avec ses montages millimétrés, ses mixages impeccables. Bonjour Alain. Bonsoir. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Petite annonce avant qu'on se lance pour de bon, on change de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne pas louper un épisode, c'est très simple. Vous allez dans votre appli de podcast, vous faites une recherche sur Sale Temps pour un film et vous vous abonnez à ce nouveau flux. C'est aussi simple que ça. Candy... Ok. Arrête tout de suite. Je m'arrête là. Il paraît que si on prononce 5 fois son nom en face d'un miroir, il apparaît. Enfin, c'est une légende, hein. Mais il y a toujours des petits malins qui aiment jouer avec le feu et cherchent à l'invoquer. C'est le cas d'Anthony McCoy, artiste peintre en mal de reconnaissance. Quand il découvre l'histoire macabre de ce croque-mitaine qui a terrorisé Chicago pendant des décennies, il décide de s'en servir comme source d'inspiration pour ses tableaux. Et évidemment, ça tourne mal. Voilà le pitch du nouveau Candyman, réalisé par Nia DaCosta et qui sort aujourd'hui en salle. Avant Candyman, il y a d'abord une nouvelle de Clive Barker intitulée The Forbidden. Elle est portée à l'écran en 1992 par Bernard Rose qui signe le premier film d'une franchise devenue mythique. Suivent Candyman 2 et 3, nettement plus dispensables, puis Silence Radio pendant quasiment 20 ans. En 2018, un nouvel opus est annoncé avec Jordan Peele à la production, de quoi relancer l'intérêt des fans après les succès de Get Out et Us, d'autant que ce nouvel épisode est présenté comme étant à mi-chemin entre un remake et une suite spirituelle du premier film de la série. La réalisation est confiée à Nia DaCosta. Le grand public la connaît peu pour l'instant, mais ça devrait changer puisqu'on sait d'ores et déjà qu'elle travaillera sur The Marvels, la suite de Captain Marvel dans le MCU. Et côté casting, Yahya Abdul-Mateen tient le haut de l'affiche, mais Tony Todd reprend aussi du service. Après plusieurs reports dus au Covid, Candyman 2021 sort finalement aux États-Unis le 27 août et pour l'instant le succès est au rendez-vous. Le film se hisse dès la première semaine en tête du box-office américain et cumule quasiment 40 millions de dollars de recettes après 2 semaines d'exploitation. En France, il sort ce mercredi 29 septembre. Mais alors, cette nouvelle version de Candyman, Marie, Eric, Julien, Stéphane, est-ce qu'on va le voir au cinéma ? Oui, on y va pour m'expliquer. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique. T'as envie qu'on t'explique le film? Oui. On y va. Non, mais après, moi, c'est un mec... Moi, je pense à cette table, je suis le seul qui aime pas vraiment même l'original, en fait, donc que j'ai revu pour l'occasion. Donc j'aurais pas dit ça de l'original, mais là, je le dis pour celui-là, ouais, bof. Pas trop, non. Par contre, t'as spoilé. C'est grave dans ton intro. Ça, je l'ai compris, par contre. Oups. Bah, si vous avez aimé Dangereuse Alliance, le remake... C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Non, c'est triste, là. On en sort, en fait. Hein. Une petite backstory pour ceux qui écoutent, là, on vient de le voir. Et moi, je suis fan du premier, vraiment, de manière très subjective. C'était au Festival du Grand Rex, à l'époque. J'étais pile au bon âge, je pense. Mais surtout, je l'ai revu, et c'est un film, voilà, on a comme ça des films où on est un peu... pas très objectif, quoi. Et je trouve que Candyman, moi, ça m'a fait découvrir la musique de Philip Glass, ça m'a fait découvrir Clive Barker, ça a été une entrée sur plein de choses, en fait. Et le remake, pour rien spoiler, je le trouve vraiment catastrophique. C'est exactement l'idée de ce que je m'en faisais au pire, en fait. C'est-à-dire un petit malin qui balance des idées un peu politiques dedans, qui en a rien à foutre de la mythologie initiale.
c'est pas bien écrit et du coup en fait ça ressemble à un pêle-mêle d'idées politiques qui sont pas bien intégrées, qui auraient pu être intéressantes mais qui sont complètement jetées là-dedans au mépris en fait du film original. Donc non seulement en fait il y a cette histoire abracadabrante, mais en plus il vous rappelle en fait toute l'histoire originale et ça devient un fatras pas possible quoi. Et en plus c'est chiant aussi, ça faut vraiment le dire et ça fait pas peur aussi. Et du coup en fait moi je trouve ça assez insultant vis-à-vis de l'original, je trouve, qui était au moins très très sincère. Et ça m'a vraiment énervé quoi. T'as plutôt aimé alors? Du coup on n'y va pas. Du coup on n'y va pas. Ouais non. Et revoyez l'original, moi je le trouve vachement bien, il y a des scènes cultes et tristes et belles dedans quoi. Et là-dedans il y a rien de tout ça quoi. Moi je le connais depuis 20 ans, Rico il est en train de souffrir. Hein. Ouais. C'est un homme qui souffre que vous entendez au micro là. Ouais, je sais. Non, mais je suis un peu affecté par ça parce que franchement c'est tout ce qu'il fallait pas faire et quand tu me dis qu'en plus ça marche, ça me chagrine, ça me fait peur en fait pour l'avenir du cinéma de genre un peu. Voilà. Désolé, j'ai plombé l'ambiance. L'ambiance de merde, c'est clair. Non, mais faut dire qu'on a des tomber. réactions à chaud là. C'est vraiment on vient de voir il y a littéralement 5 minutes. Micro sorti de avec salle. un bon gros tag en plein milieu de l'écran. Faut dire les conditions dans lesquelles on l'a vu. Hein. Ouais, faut dire qu'on était très serré sur un petit canapé. Voilà, non, déjà. Et puis on le voit pas en salle, on le voit avec un tag. Je veux dire, c'est pas un secret. Hein. C'est Universal qui le montre à la presse comme ça. C'est pas la même chose de découvrir un film. Chez soi ou chez un copain et avec un gros tag Universal pendant tout le film et de le découvrir en salle, c'est quand même pas du tout la même ambiance quoi. J'avais l'impression que c'était le générique en permanence. Ouais. Allez, j'enchaîne moi du coup. Vas-y. Non, alors moi j'adore aussi le premier. Moi je vais pas à me justifier. J'ai l'impression que Rico est en train de t'excuser là, machin. J'étais jeune, tout ça. Moi j'étais pas. non, mais je revois fréquemment le premier. Hein. Non, mais moi j'aime beaucoup le film. Je trouve que Bernard Rose c'est un mec qui était intéressant en tout cas à cette époque-là. Même dans des trucs qu'il a pu faire après qui étaient ratés comme son Frankenstein. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de Bernard Rose, mais ce que j'aimais bien moi dans le premier film, c'est qu'il y avait un mélange de beaucoup de choses différentes, une vraie création mythologique, un portrait de femme à la dérive, une histoire d'amour que j'aimais beaucoup, et puis il y avait tout ça était soutenu en fait par une ambiance incroyable, à la fois due au contexte, parce que c'est vraiment un film fantastique qui travaille sur l'espace. Et le contexte, le décor dans lequel il se déroule, puis d'autre part, effectivement, porté par quelques petits moments comme ça d'inspiration de Bernard Rose, mais aussi évidemment par la musique de Philip Glass, qui mine de rien faisait pour beaucoup. Philip Glass, il n'a pas quand même signé beaucoup de musique de films d'horreur, et quand il arrive dedans, bon bah ça se pose là, quoi. Moi, il y a un truc, alors, parce que j'ai dit que je comprenais pas tout, et en fait, c'est totalement à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que je comprends pas, je trouve que ce scénario est illogique, il y a plein de trous dans tous les coins dans la narration. J'ai potentiellement peut-être un petit peu dormi aussi, pour être totalement honnête. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai aussi beaucoup trop compris. C'est-à-dire que l'idée aussi d'un film fantastique, parfois, c'est de se poser comme une métaphore. Une métaphore, c'est que tu expliques quelque chose, là en l'occurrence sur potentiellement les problèmes raciaux, les ruptures sociales qu'il peut y avoir dans un pays, etc., par le biais d'une mythologie fantastique. Donc t'as pas besoin, ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin qu'on t'explique et qu'on te surligne tout en permanence, quoi. Et là, je trouve, mais c'est balourd, quoi. Mais c'est lourd, mais ça pèse des kilos et tout. Et tout ça, parallèlement, avec c'est d'autant plus pesant qu'en fait, parallèlement, encore une fois, je trouve que parce que c'est pas qu'une suite, c'est une restructuration aussi de la mythologie initiale. Et je trouve ça, mais nébuleux et... je sais pas, ça fonctionne pas, quoi. T'as pas de tension du coup avec ça. T'as une vraie problématique aussi de point de vue, je pense, dans le film, avec des changements qui fonctionnent pas du tout. Et puis donc c'est travers de trucs hyper lourdingues, appuyés à mort et assez grossiers. Et j'ai envie de dire qu'ils se font un peu partie de tout ce qui tourne autour de Jordan Peele. C'est-à-dire que j'aime beaucoup son premier film, Get Out, mais Us, déjà, j'avais trouvé que c'était, mais ça pesait mais des kilos, des quintonnes et tout. Et c'est pareil avec parallèlement la création d'un univers fantastique prometteur, pour le coup, et original, mais qui, in fine, qui fonctionnait pas du tout. Enfin, tu comprenais pas du tout comment ça marchait, et il se perdait, voilà. Et je retrouve vraiment ces travers-là. Le seul truc, c'est qu'il y a
de temps en temps des petits trucs de mise en scène que j'aime bien. Il y a un clin d'œil au générique assez mémorable du premier film au tout début, notamment dans le générique d'ouverture. Il y a un plan très large sur un immeuble avec une victime en fait du Candyman que tu vois être assassiné. J'en dis pas plus pour le truc. Voilà, il y a deux trois petites choses comme ça de temps en temps qui surnagent, mais c'est vrai que c'est l'ennui. L'ennui est là d'abord et avant tout. Je vais juste, moi, sauver un truc. Il y a un seul truc que j'aime bien, c'est ces images un peu en ombre chinoise qui rappellent le premier film. Au lieu de mettre des scènes du premier film, ils ont recréé un peu ces scènes-là en ombre chinoise. C'est le seul truc que j'aime bien. Ils sont allés chercher, manifestement, ils sont vraiment posé la question de comment évoquer le premier, et ils voulaient pas prendre. Il y a des éléments sonores du premier, par contre, mais et ils ont trouvé ces artistes marionnettistes qu'ils ont embauchés pour reproduire les scènes de manière beaucoup plus onirique, beaucoup plus. J'ai l'impression moi, d'avoir vu ça, mais alors 10 milliards de fois, quoi. Oui, c'est pas très original, mais c'est pour dire le seul truc sauf du film, parce qu'on part quand même de très bas, hein, mais voilà. Après, je rejoins vraiment ce que tu dis, Julien, sur Jordan Peele. Moi, j'aime pas trop ses films, et j'ai eu beaucoup de mal, surtout avec Us, qui était surtout dans sa dernière partie très lourd en explications et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est tout le film qui est hyper lourd. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont se mettre face au miroir et dire gentrification 5 fois, en fait. Non, mais c'est super lourd, quoi. Et alors que, en fait, tout ce propos, il était dans le premier film, il était un peu plus subtil, mais il y avait tout le propos sur toute la mythologie de Candyman qui vient toute une tradition issue de l'esclavage, machin. Enfin, tout ça, c'était déjà dans le premier film. Et puis toute la question de l'aménagement urbain, de la construction des ghettos et toute la spatialisation. Il y avait des scènes il y avait beaucoup de scènes, je l'ai revu du coup hier pour me remettre dedans, je l'avais pas vu depuis très longtemps, et je me rappelais pas qu'il y avait toutes ces scènes aériennes, tous ces plans aériens en fait où on voyait vraiment la ville et tout. Et en fait tout ça ça s'est intégré très bien au premier film, et là en fait j'ai l'impression que c'est vraiment rentré au forceps, et que c'est super lourd. Mais t'as pas l'impression qu'en fait, en t'entendant en parlant, je me dis, mais il y a un problème de priorité aussi chez ce mec-là. C'est-à-dire que le doute était permis sur Get Out, mais je trouve que depuis Us, moi j'ai l'impression que la priorité, alors j'affilie peut-être trop le film à Jordan Peele, ceci dit, mais bon, ça me fait quand même beaucoup penser à Us. Ouais, mais il est quand même co-scénariste du film. Oui, c'est ça, mais t'as l'impression que sa priorité, c'est définitivement pas le fantastique. En fait, c'est de faire rentrer au forceps, en fait, cette espèce de tract qui est légitime ou pas. Moi je suis pas là pour juger de ça, mais par contre le truc c'est que moi ce qui m'intéresse c'est le film et l'histoire, quoi. Et je trouve que c'est d'autant plus dommage, et c'est d'autant plus se tromper de priorité. Et ça, c'est pas simplement le fantasticophile qui parle, c'est que moi je pense que quand tu annonces très clairement la couleur, aussi clairement de façon évidente la couleur comme ça enlève toute de l'efficacité de ton message. C'est-à-dire que ton message, il fonctionne d'autant mieux que si tu fais que si tu insinues les choses, que si tu les fais glisser par l'entremise de la fiction, quoi. Ça, et puis il y a un autre truc aussi qui m'a fait penser à un autre truc, c'est en parlant de gentrification, en fait, j'ai l'impression que c'est ce film-là qui est gentrifié. C'est-à-dire que le premier, il y avait ça aussi. C'est-à-dire que tu avais cette impression. Alors moi, je l'ai pas revu, vous l'avez tous revu récemment, j'ai pas eu le temps de le revoir, mais que c'était tourné in situ et que il s'était un peu sali les mains, quoi, tu vois. T'avais des endroits bien cracra, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, moi, j'ai l'impression que, enfin, je veux dire, c'est dans des espèces de milieux bobos urbains où ils arrêtent pas de dire. C'est les mêmes milieux que tous les films de Jordan Peele, en fait. Oui, c'est ça. Ou alors, on n'arrête pas de te dire, oh là là, dis donc, c'est honteux comment tout ça, c'est embourgeoisé et tout, et te dire, mais est-ce que c'est vraiment ces personnages-là qui devraient nous raconter cette histoire-là aujourd'hui ? Après, le film, c'est assez évident qu'il est construit en miroir au premier. Je veux dire, jusque dans le générique, hein, puisque en fait, c'est pas qu'une référence au générique d'ouverture, c'est qu'en fait, c'est le point de vue inversé, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le truc de haut, on te regarde le truc justement d'en bas, tu vois, et on te filme les mêmes immeubles, en fait, du dessous, quoi, tu vois. Le film commence avec les logos inversés, enfin, tout ça, etc., etc. Donc, la logique d'en faire un film miroir, c'est-à-dire du point de vue noir, en fait, plutôt que du point de vue blanc qui était dans le premier, quoi. Avec des personnages noirs plutôt que des personnages blancs qui rentrent dans cette mythologie. Je pense que c'est le but, en fait, au final, de ce film-là, quoi. Si ce n'est que, une fois que tu as posé cette affaire-là, en fait, en termes de mise en scène,
tu le perds complètement au bout d'un moment, parce que justement, en fait, ce qu'ils essayent de faire avec la mythologie du Candyman, et là je spoil, parce que en fait on tourne un peu autour du truc, mais il faut en parler, il faut dire exactement ce que c'est le problème, à mon sens, tu vois, c'est que le problème de la mythologie du Candyman, c'est qu'il n'y a pas un Candyman, il y en a X 1000 en fait, c'est-à-dire que, et toute l'idée c'est que donc le Candyman de Tony Todd qui était là pendant 3 films, etc. Et moi, encore une fois je le répète, je suis pas un grand fan moi du film original, je l'ai revu là exprès parce que ça faisait 25 ans que je l'avais pas vu, je vais pas me faire que des amis, mais moi je me fais chier aussi à l'original, en fait je le trouve assez chiant et assez pompeux. Je pense que l'utilisation de la musique de Philip Glass avec ce genre de musique et de ce genre de mise en scène, c'est la volonté en fait de renvoyer à comment dire à ces documentaires auxquels Philip Glass sur lesquels il a travaillé, en fait, avec Yanis Katsi, etc. Poya Katsi, et en fait l'idée de montrer en fait le fonctionnement d'une société en creux, quoi. Donc pourquoi pas, ça je dis pas, enfin le contraire, je sais que Philip Glass pour le coup lui n'aime pas vraiment Candyman, en fait il l'avait plus ou moins dit à l'époque, qu'il avait trouvé ça un peu bas du front et slasher, quoi. C'est Philip Glass. Oui, peu importe en fait. Le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que voilà, je sais pas ce qu'il en penserait là s'il avait fait la musique de ce film-là, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que oui. Alors la problématique en fait de Jordan Peele qui ne traite pas la mythologie, pour moi, elle était déjà dans Get Out. C'est-à-dire qu'à la limite, ce que j'accorde à Get Out, c'était le sujet justement thématique et la façon de traiter, on va dire, une vision du racisme en fait qui ne dit pas son nom, quoi. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Maintenant, si tu regardes les structures même de comment ça se passe et comment les choses se déroulent en fait d'un point de vue, comment dire, pas mythologique mais fantastique, ça n'avait mais littéralement aucun sens. Aucun sens. Et puis les règles en fait, elles fonctionnent pas. Et là, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que comme Clémence l'a spoilé dans l'ouverture, t'as spoilé qu'il y a Tony Todd. C'est le plan final, oui, mais j'ai dit qu'il était comédien, qu'il était acteur dans le film. J'ai pas dit qu'il était, j'ai pas dit. Non, mais bon, c'est le plan final littéralement. Donc si tu regardes le film et que t'attends Tony Todd, il arrive que dans la scène finale. Non, c'est pas vrai. On le voit au tout début aussi. Non, je crois pas. Si, on le voit dans le miroir au début. On le voit dans des flashbacks, on le voit. Si, il me semble qu'on le voit. La scène qui est un flashback des années 80 avec le petit garçon qu'on voit au tout début avec le trou dans le mur, c'est Tony Todd qui sort du mur. Non. C'est le pimp looking motherfucker qui est dans le reste du film, tu vois. Je cite Joel Beck dans Les Rails Samaritains, mais non, c'est le pimp looking. Je suis pas sûr. Ah, mais c'est certain. Et en fait, mais d'ailleurs, c'est tout le problème. Mais c'est un problème en fait, c'est qu'il y en a tellement, c'est que tu sais pas qui c'est, quoi. C'est-à-dire que le Candyman de ce film-là, le Candyman qui est dans ce film-là, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout. Alors moi, je trouve pas que Tony Todd soit un grand acteur, mais c'est pas le problème en fait. Le truc, si tu veux, c'est que c'est un personnage qui avait une certaine prestance, une certaine histoire. Qui a 100 ans de légende urbaine, etc. Et là, c'est un personnage qui a 40 ans de légende urbaine un peu foireuse, là, sur un truc où il a pas fait grand-chose, et puis en fait, c'est pas très bien raconté. Si on a 10 000, ça dévalue... Ça dévalue le truc, si ce n'est pour raconter leur truc à eux, qui est de... Mais en fait, si tu veux, en fait, finalement, n'importe quel noir peut devenir Candyman. C'est ça la logique, en fait, si tu veux, de leur truc. Ce qui fait qu'on en arrive, et là je spoil encore une fois énormément, tu vois, c'est le sujet du film. Le personnage se décompose, il a une piqûre d'abeille au début, en fait il est finalement, possédé par l'esprit de Candyman, au point de créer des peintures, etc., et finir par le devenir. Tout ça, c'est amené d'une certaine manière qui est... tu ne sais pas de quel est vraiment le sujet du film jusqu'à la dernière scène. Où là, en fait, t'as des relents de, Black Lives Matter, George Floyd, etc. Pourquoi pas, encore une fois, mais c'est pas amené. C'est-à-dire que c'est pas du tout amené dans le film. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, alors, ni la mythologie n'est amenée, ni, la thématique est vraiment clairement amenée, à part qu'effectivement, comme disait Marie, tu vois, gentrification, là, on a entendu le mot je sais pas combien de fois. Donc il reste quoi, quand t'es un fan de films d'horreur, etc. Il reste des meurtres. Il reste 4-5 meurtres, voilà, qui se baladent en duel, quoi. Et là, tu te dis, putain, mais ils sont pourris, en fait. Mais la moitié sont hors champ. La moitié sont hors champ. En plus, tu sais pas comment trop ça marche, parce que d'un seul coup, t'as des gamines qui se font tuer dans dans les chiottes d'une école, quoi. Et là, tu regardes le sang couler, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a ouvert, quoi, exactement, qu'est-ce qu'il a tranché. Enfin, c'est des trucs un peu bizarres comme ça. Et ouais, enfin voilà, au final, tu te retrouves avec un film qui, fait peur si t'as jamais vu de film d'horreur, peut-être, mais en gros... Voilà, donc c'est très et c'est d'autant plus étrange que en fait moi je pense qu'il y avait vraiment de la marge de manœuvre en fait pour faire un vrai bon film en fait.
Mais oui, il fallait choisir un camp en fait. À un moment donné, il fallait vraiment choisir en fait de quoi on parle, comment on le traite, quelle est cette peur en fait qu'on peut avoir, tu vois, autour de ce personnage-là, etc., etc. Et c'est vrai qu'au final, c'est quand tu le perds, ouais, tu le perds dans la réflexion. Regarde, la preuve en fait, on n'a pas compris qui est Candyman, quel est le Candyman. Et surtout, le truc, si tu veux, c'est que alors là, je spoil vraiment là pour tout le monde, je le dis clairement. La toute scène finale, en fait, je me suis tourné vers vous, je vous ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi? C'est un tag team en fait? Ils sont deux. Il y en a un qui s'est planqué dans un coin, t'as Tony Todd qui prend le relais parce que c'est le plan final où Tony Todd lui dit raconte mon histoire, quoi. Tu vois? Et tu fais, mais en fait, ça fait 1h30 que vous n'arrivez pas à le faire, donc c'est pas elle de le faire, quoi. Je comprends pas trop le truc, quoi, tu vois. Et surtout, voilà, en fait, tu vois que c'est Tony Todd, mais qui a rajouté, enfin, c'est un visage apparemment un peu, transformé numériquement, rajeuni en tout cas. Parce que bon, Tony Todd maintenant il doit bien avoir 70 ans, quoi. Mais pour lui donner le visage qu'il avait donc dans le premier, quoi, il y a 30 ans. Donc ouais, c'est très, tu te dis, bon, en fait, on essaye de relancer, parce qu'en fait, ils le vendent comme une suite remake, mais c'est une suite, hein, en vrai, c'est pas, c'est pas ouvertement, parce que même, en fait, quand ils essayent de créer des trucs, en fait, ils rattachent les wagons un peu, je sais pas. Poussivement. Ouais, c'est de manière poussive, c'est vrai, quoi. Surtout, ils ont pas compris, il y avait un truc à la base que t'aimes le film ou non, c'est quand même Clive Barker à la base, et Clive Barker, c'est quand même quelqu'un de pas con. Et quand tu regardes, en fait, la structure mythologique de Candyman, c'est Dracula, en fait. C'est le mec qui attend dans l'éternité la réincarnation de sa promise. Donc il y a ça déjà. Ce qui n'est pas traité du tout là. Ouais. Il y a aussi une réflexion sur les légendes urbaines qui est très intéressante en fait aussi, sur cette idée que cette fille pense que commence avec cette légende urbaine où si tu dis 5 fois le nom de Candyman devant un miroir, il apparaît, et elle découvre, il y a une superbe scène je trouve, où elle découvre en fait derrière un miroir dans un appartement de Cabini Green un passage secret qui mène à l'antre de Candyman, et c'est une vraie réflexion en fait sur comment les légendes urbaines fonctionnent à partir de certains éléments du réel, etc. Et ce que tu disais, Julien, est très très vrai, c'est qu'en fait, ils travaillent en gros le message politique au détriment d'absolument tout le reste. Et c'est ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de meurtre, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien en fait. Et en plus, ce message politique-là, il est mal raconté. Donc on se retrouve avec ni le beurre, ni l'argent du beurre, ni la crémière, rien. Vraiment. Et pour moi, c'est vrai, mis à part quelques plans, t'as raison, où le chef-op a bien bossé, parce que je pense qu'il n'y a pas de mise en scène là-dedans, faut être clair. Le problème, c'est que si, en fait, elle essaye, c'est ça le problème, c'est-à-dire que le truc, c'est que tu te retrouves avec un jeu. Il n'y a pas de mise en scène unifiée, il n'y a pas de point de vue. D'accord, mais il y a un jeu ridicule autour du miroir. Par exemple, la problématique, c'est que t'as cette scène où il est chez la critique d'art, ce qui est quand même l'art. C'est pareil, une scène, moi, je trouve, Mais ça, il faut en parler un petit peu. Ouais, parce qu'en fait, il y a une vision du monde de l'art, etc., où en gros, si tu veux. Issu des années 80, truc. Ouais, mais surtout, en fait, un truc où tu te dis, bon, en fait, quand tu parles d'émotionnalité, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, je suis pas encore un grand fan du Candyman original, mais en fait, t'as des persos qui meurent dans le Candyman original où, en fait, t'as une vraie résonance émotionnelle, c'est-à-dire que, et je spoil le Candyman original, quand elle tue sa meilleure amie, sauf que c'est Candyman qui l'a tué, voilà, il y a un truc, en fait, qui est lié à ça, quoi. Et tu te dis, bon, il y a des personnages innocents qui meurent. Là, c'est des connards qui meurent. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Tu te dis, bon, c'est des grosses têtes de cons, donc bien fait pour leur gueule. Donc voilà, t'es dans un slasher, tu vois, c'est Vendredi 13, quoi, en gros, quoi. Et ensuite, l'autre truc, c'est que t'as cette scène où, et moi, je m'étais pas rendu compte, encore une fois, à quel point Tony Todd pouvait finalement avoir de la prestance, parce que je trouve que c'est pas un très bon acteur, mais là, tu te dis, le mec qui joue le Candyman, enfin, je suis désolé, mais en fait, les moments où le personnage principal se regarde dans le miroir et il voit le Candyman dans le miroir, t'es en train de te dire, mais là on touche le ridicule total, quoi. T'as l'impression qu'il se marre, le mec, tout le temps. Mais ouais, t'as le mec qui fait ouh, comme ça, c'est comme dans un train fantôme et tout. Il a un peu plus l'air de Freddy que de Candyman. Ouais, et en fait, le truc, c'est que du coup, ça se veut être un truc avec un point de vue parce qu'il apparaît en premier plan dans le miroir, puis il apparaît en dernier plan dans le miroir. C'est censé, en fait, être là en termes de mise en scène, mais c'est vrai que voilà, après, c'est juste parce qu'elle a un miroir et que, tu vois, la réalisatrice, c'est que d'accord, elle essaye de faire quelque chose avec, mais c'est vrai que et tu te retrouves voilà, donc avec une espèce de critique de ce milieu-là qui le milieu artistique. Ouais, le milieu artistique qui est étonnant en fait, parce que tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre en fait dans ce film, en fait, dans un Candyman, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier-là pour le de peintre pour le personnage principal? Robitaille était aussi peintre. Donc j'imagine qu'ils ont cherché à filer... il est pas peintre, hein, le Candyman du film. Il y a un truc... alors c'est un terrain un peu plus glissant, je me rappelle pas trop encore du... Enfin, je me souviens peut-être pas assez... Je suis peut-être pas assez vif là sur le film, mais
Je veux dire, le cœur du premier Candyman, c'était aussi le fait que ce soit un couple mixte, quoi. Que ce soit un black avec une blanche et qu'ils ne devraient pas être ensemble, quoi. Et c'était enfin, je trouve ça louable, en fait, de lutter contre ça. On sait qu'à Hollywood, c'est très compliqué pour les acteurs ou les actrices blanches d'être avec un noir à l'image, et pour les actrices noires d'être avec une blanche à l'image. C'est rare, en fait, tu vois, les couples mixtes. Et moi, je le regrette. J'aimerais en voir plus souvent. J'aimerais voir Denzel Washington, quand il faisait des films, enfin, en tout cas, un peu plus importants, avoir une nénette blanche plus fréquemment. Et là, je trouve aussi... Alors après, je pense que ça fait peut-être aussi partie du fonctionnement de Jordan Peele, mais... Enfin, c'est plus une question qu'autre chose, mais je trouve que systématiquement, les personnages de blanc, c'est des crétins congénitaux. Ouais, alors ça, je sais pas si c'est imputable à lui, il est marié avec une blanche. Hein, donc, ouais, mais je sais pas, enfin, il n'y a pas un truc, ça vous a pas frappé, en fait. C'est pas grave, on peut se dire que c'est d'accord. Okay. Mais je pense qu'en fait... Non, c'est une vraie question, en fait, parce que justement, cette victime, cette critique d'art, alors elle est complètement con. C'est pas parce qu'elle est blanche, c'est parce qu'elle est critique d'art, en fait. Mais je pense que ça fait aussi un peu partie de son truc d'inverser les tropes, comme dans Us aussi, où t'avais la famille blanche avec Elisabeth Moss et son mari qui se faisait massacrer et qui était... il inverse un peu les tropes dans ses films, mais bon, après, je sais pas si... Les tropes par rapport à quoi? Tu veux dire que d'habitude, dans les films, habituellement, c'est toujours le noir ou le gay qui meurt en premier. Il y en a un comme ça dans Get Out. Et là, les personnages noirs et ou gays ne meurent pas dans ce film-là. Je sais pas, hein, ça va pas chercher très loin, mais... Je pense que ça, c'est dû au côté qui est complètement chaotique du scénario, qui essaie, à mon avis, de plaire au studio aussi, en essayant de racoler et de se rattacher aussi à des phénomènes actuels. Et surtout, à la fin, en fait, encore une fois, hein, c'est pas quelqu'un qui vient avec un projet viscéral comme Bernard Rose. On peut penser ce qu'on veut d'original, mais c'était quand même assez viscéral. Je remets pas en question les intentions du film. Hein. Ouais. Alors que celui-là, voilà, quoi. On sent que c'est un business plan qui méprise un peu l'original. C'est là où je suis vraiment vénère. C'est qu'il se dit, tiens, on peut faire mieux, tu vois. Et qui, comment dire, moi je trouve, devient ce qu'il est censé combattre dans son propre film, c'est-à-dire cette espèce de truc où il prend le genre de haut et voilà. Tu sais, la gentrification dont on parlait avec Marie, ça, c'est clairement ça, quoi. Et l'idée même que, en fait, en gros, eux, ils font une œuvre d'art, tu vois. Alors, je pense pas qu'il soit forcément à ce point vis-à-vis du Candyman original, mais en tout cas, clairement, du cinéma d'horreur actuel. Oui, il a une vision du truc qui... Mais encore une fois, enfin, même s'il s'en rend pas forcément compte, même si c'est pas volontaire, le simple fait qu'il ne s'intéresse pas en tant que scénariste justement à toute la mécanique en fait du suspense, à la mécanique de l'horreur, à la mécanique de la trouille, à la mécanique de la mythologie horrifique, etc., et qui en fait c'est... Enfin, moi, c'est ce que je vous ai dit quand on a fini le film, c'est quoi le truc, c'est ta gueule, c'est fantastique, donc ça marche, tu vois. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que non, c'est pas ta gueule, c'est fantastique. C'est dommage, il y a plein de trucs à faire avec les miroirs et tout. J'ai exactement le même problème avec... je vais juste faire du name dropping de cochon, là, mais j'ai exactement le même problème avec Titan. Donc c'est exactement le même problème. C'est à un moment donné, en fait, quand je suis en train de regarder ce film, je me demande si c'est un film fantastique ou pas, et comment, pourquoi. Et en fait, quand j'ai l'impression que la personne qui fait le film ne le sait pas non plus. Et là, en fait, si tu veux, alors c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes films, ils racontent pas du tout les mêmes choses, etc. Donc voilà. Mais, à la fin... moi en fait qui ai grandi avec le cinéma fantastique en fait qui demande des règles pour qu'elles soient cassées, hein, pour qu'elles soient brisées, c'est pas forcément pour les suivre à la lettre, hein, sinon ça peut donner que des vendredis 13 on va dire, tu vois. Mais le truc c'est qu'à un moment donné en fait, si j'ai l'impression que la personne qui est en train de faire ces films là en fait elle connaît pas ces règles là et qu'elle s'en fout complètement, bah oui, à un moment donné ton film il tient plus debout. Et c'est vrai que le problème de ce Candyman là, c'est que il tient plus debout, ce qui n'était pas le cas pour le coup de l'original. L'original il est cohérent, on comprend de quoi ça parle, quoi. Mais du coup, le film, moi, je le trouve presque trop court. Alors, j'aurais pas voulu en voir plus, hein, mais je me demande même s'il n'y a pas des trucs qui ont été coupés ou il manque des choses, parce qu'il y a des choses... Enfin, plusieurs fois, on s'est regardé, surtout sur la fin, il y avait des choses qu'on comprenait pas, certains enchaînements et tout. Et en fait, il y a plein de pistes et de trucs qui sont lancés et qui sont jamais résolus. Moi, je pensais au début qu'il allait peut-être y avoir quelque chose sur les légendes urbaines, comme c'était aussi le cœur du premier film où Hélène faisait sa thèse avec son ami sur les légendes urbaines. Parce que là, il commence à raconter une légende urbaine différente
il casse un peu la mythologie du premier, mais du coup je me suis dit est-ce qu'il casse la mythologie ou est-ce qu'en fait c'est juste pour nous montrer que la tradition orale fait que ils ont mal raconté l'histoire et puis effectivement quelqu'un après va raconter la bonne histoire ou pas, mais en fait ça c'est abandonné. Il y a le personnage Brianna là, la copine donc du nouveau Candyman. On parle du suicide de son père qui était un artiste aussi, mais ça c'est pareil, c'est un truc qu'on voit et c'est pas traité non plus. Et en fait je me dis mais est-ce qu'il manque des scènes ou est-ce que c'est juste des trucs qui ont été écrits comme ça pour lancer des... Comment t'as compris que son père s'est suicidé? J'ai même si, pas... Si, c'est un flashback. Mais c'est pareil, ceci dit, tout le rapport à l'art, par exemple, et à la création artistique, est complètement évacué au bout d'un moment, quoi. Ouais, en fait, je sais pas, moi, ça lance des trucs et en fait, je vois rien qui est conclu. Parce que t'as la trouille, en fait, que cet art-là, en fait, si tu veux, à un moment donné, soit montré et que d'un seul coup, Candyman soit lâché. Parce que en fait c'est un art, mais en fait le propre de cet art là en fait c'est qu'il va... Non mais j'ai compris ça. Non, mais le propre de cet art là c'est qu'en fait c'est pour les happy few, donc déjà de base non mais c'est pas ça, voilà, c'est qu'il y a pas de finalité en fait là-dessus, c'est comme le dit Marie, c'est un truc qui est lancé, qui est amorcé et sur lequel pour le coup elle travaille énormément quoi. Je veux dire il y a quand même beaucoup de trucs et tout, tu le vois en peintre fou là-dedans et ouais. D'accord, il a fait 4 peintures qu'il veut pas montrer à sa copine et qu'est-ce que ça nous raconte quoi? Ce qui est évident, c'est que l'idée de partir sur une étude des légendes urbaines, comme dans le premier, en fait, était largement plus, cohérente en termes de porte d'entrée, quoi. Là, finalement, ça ferme énormément, de possibilités. Donc, mais c'est comme si on pouvait te dire, on va faire, en fait, moi, c'est presque une approche de série télé pour moi, ça, en fait. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup, tu te diras, cette semaine, voilà le Candyman de cette semaine, et la semaine prochaine, il y a le Candyman de la semaine prochaine, ça sera un autre Candyman. Celui-là, il était, je sais pas, laveur de... il lave des fringues comme l'autre, là, tu vois, dans le film. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est des trucs... Donc, je sais pas, c'est très bizarre, en fait. Mais t'as l'impression que ça n'a pas été pensé, en fait. Et que c'est rattrapé, je termine là-dessus, mais que c'est rattrapé par des clichés atroces, où donc il y a un méchant dans l'histoire aussi, qui à un moment explique tout son plan, donc on comprend encore plus rien. L'héroïne est attachée pour bien qu'on entende le plan du méchant, donc on se croit vraiment dans un très très mauvais James Bond. C'est vraiment la cata, quoi, là-dessus. Moi j'ai du mal à le comprendre ce perso. L'horreur. Ce qui est terrible. Ça fait partie des trucs où je me dis mais c'est ça le pire, c'est qu'il explique son plan et que tu comprends même pas. C'est ça, voilà. Je me suis dit mais attends. Il explique son plan et il explique aussi l'histoire qu'il y a derrière. Au départ, il est là pour de l'exposition aussi, j'imagine. C'est-à-dire, il est dans la scène d'ouverture. C'est le gamin dans la scène d'ouverture, ce mec. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que en gros, il comment dire. Il survit au truc et finalement en fait il voit le quartier changer. Il raconte qui est Candyman. Ah oui bien sûr, mais dans le film tu veux dire. Donc il sert à ça, pas dans la scène finale. Oui non mais bien sûr ça d'accord, mais après c'est vrai que le problème c'est que pourquoi d'un seul coup c'est le méchant. Voilà. Parce que c'est fantastique. Voilà, tu vois, c'est tout. Non, mais ça fait partie des trucs. Je me suis dit vraiment, j'ai dû dormir. Mais en fait, je crois qu'en fait, j'ai pas dormi. Non, t'as pas dormi. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vraiment un truc où tu te retournes et tu regardes le truc et tu te dis voilà. Et puis c'est comme, tu sais, en fait, il y a cette espèce. C'est même littéralement scénique. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette scène au-delà du fait que le mec raconte le truc pendant 5 minutes, comme le dit Eric, c'est ridicule, quoi. C'est que la nana s'enfuit. Elle va pour le taper. Mais alors elle ramasse un truc et apparemment le truc est trop lourd donc ça c'est vrai, elle retombe et t'es en train de regarder la scène, tu fais mais je regarde quoi là? Mais elle a trouvé un cutter derrière, c'est un cutter. Elle s'enfuit et puis elle s'enfuit mais elle va se planquer dans le coin le plus creepy au lieu de partir. Une maison abandonnée et hantée, je vais aller me cacher là-dedans. Je sors d'une cave, je rentre dans la maison au rez-de-chaussée. Et là en fait on est donc effectivement dans le clicheton du film d'horreur mal foutu, tu vois, mais que eux ont essayé d'éviter pendant tout le film en fait. Donc c'est ça qui est un peu... c'est fou comment la topographie de ce décor-là, d'ailleurs. Mais moi, j'ai l'impression pas travaillé non plus. Moi, j'ai l'impression que c'est un reshoot, cette fin. Mais même non, toute cette scène. On a l'impression pendant tout le film qu'il y a des reshoots. Tout ce décor-là, en fait, tu te dis, mais c'est pas travaillé du tout, ça. L'église, l'emplacement de l'église, le fait qu'elle soit dans ce nouveau milieu et tout, mais faut le travailler, enfin, c'est le projet du film, non? Puis aussi, dernier petit truc aussi, c'est-à-dire que là, moi je parlais de films de petits malins, c'est-à-dire qu'il balance effectivement des sujets d'actualité là-dedans, et je le vois venir gros comme une maison. J'ai pas encore lu trop les critiques parce que je voulais pas me spoiler, mais je le vois venir gros comme une maison où il y a des critiques qui vont rebondir là-dessus en disant c'est très bien, c'est modernisé, blablabla, mais bon, que vous aimez ou pas le film, ou quoi que vous en pensiez, oubliez pas un truc, c'est si vous l'avez pas vu, le film est vraiment très très chiant, hein. Vraiment, ça faut pas oublier. C'est vraiment, ça marche pas et c'est chiant. Ça, c'est le seul truc vraiment vrai que je voulais transmettre. Revenons-en aux fondamentaux. Ouais, c'est chiant, quoi. Vraiment. Très bien. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce film chiant, prévoyez du café. Candyman sort en salle le 29 septembre.
On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de Démonique, le dernier film de Neil Blomkamp. Un retour au long métrage qui n'avait pas, mais alors pas du tout plu à l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bonsoir toute l'équipe de Capture Mag, ici c'est Yann qui vous parle. Alors donc, Démonique, à vrai dire, s'il n'y avait pas eu le nom de Neil Blomkamp, je n'aurais même pas pris la peine de regarder le film. Du coup, je m'attendais à un peu plus qu'une simple histoire de possession, et malheureusement, ce n'est rien de plus qu'une histoire de possession. Si ce n'est l'aspect un peu technologique dans la version Sims-like, on va dire, ça s'arrête là, quoi. Ça va pas plus loin. J'espère plus de la part de Neil Blomkamp la prochaine fois. Donc Démonique, c'est pas très bien. Je fais pas partie des fans de Neil Blomkamp, que ce soit pour District 9 ou Elysium, mais faut admettre que ils avaient plus de gueule, même si je les ai jamais trouvés inoubliables. Là, sur Démonique, c'est encore plus flagrant qu'il y a pas d'histoire. À un moment donné, je pense que Neil Blomkamp, il faut juste qu'il se rende à l'évidence et qu'il travaille avec un scénariste. Il y a absolument pas de honte à ça. Personne ne conteste la paternité des Dents de la Mer à Steven Spielberg. Salut à tous, écoutez, comme vous, au vu de ce Démonique, je suis extrêmement triste, étant un amoureux de Neil Blomkamp, notamment de son travail des FX justement, et de la manière dont il a de donner corps à ces FX, de les rendre charnels, de les rendre viscéraux. Là, on bascule dans l'horreur, donc fondamentalement, moi j'attendais quelque chose de viscéral. Que cette créature, qui a un design vachement intéressant, elle est quelque chose de concret, qu'il la montre, qu'il l'utilise, qu'il en fasse quelque chose, et ben il en fait rien. Et puis c'est un film qui est jamais taré, jamais fou en fait, et moi j'attendais de la folie, j'attendais au moins une séquence d'action, à un moment donné j'attendais cette séquence, il y en a pas, et c'est très triste. Donc en fait je vais même pas donner mon avis sur le film, enfin c'est une vulgaire série Z sans grand intérêt. Par contre j'aimerais faire une requête envers tous les aficionados de Neil Blomkamp, que ce soit dans la presse ou dans le grand public, de baisser un peu d'un cran, c'est-à-dire d'éviter d'en faire des caisses à chaque fois qu'il a un nouveau projet ou qu'un projet lui file entre les doigts pour une raison ou pour une autre. On sait que c'est quelqu'un qui aime faire ses choses dans son coin, donc peut-être que si on le laisse tranquille un petit moment, il nous reviendra sous de meilleurs auspices, avec un meilleur scénariste et surtout avec de meilleures idées. Parce que ce qui m'a le plus frappé dans ce film-là, c'est la pauvreté de la production design, quoi. On peut reprocher plein de choses à Neil Blomkamp, mais c'est un mec qui a des idées graphiques assez extraordinaires, et là c'était juste pas possible. Donc voilà, donc continuez comme ça, et puis à la semaine prochaine, j'espère. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Julien, Stéphane, Alain, merci. Merci Clémence. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Petit rappel, si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et si vous ne nous découvrez pas, pensez à changer de flux de podcast puisque nous avons déménagé. Pour ça, rendez-vous dans votre appli de podcast, faites une petite recherche sur Ça le temps pour un film et abonnez-vous au nouveau fil. Et puis, si vous voulez nous soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast ou vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. Salut!